As-tu déjà ressenti que quelque chose d'invisible influence ta vie, sans que tu puisses le voir, mais que tu peux le sentir? Peut-être l'as-tu remarqué ces jours où tout coule sans effort apparent, où les conversations sont fluides, les décisions sont claires, et la vie semble avancer dans la bonne direction sans que tu aies à forcer quoi que ce soit. Ou peut-être l'as-tu remarqué à son opposé, ces nuits où l'anxiété apparaît sans explication, où le corps est immobile, mais quelque chose en toi ne peut pas s'arrêter, comme si quelque chose en toi était en désordre, à un niveau que tu ne peux pas identifier ni nommer, mais que tu ressens avec une clarté troublante. Maintenant, imagine ceci. Et si tu pouvais apprendre à diriger cette force invisible? Et si tu pouvais façonner l'énergie qui t'entoure et transformer ta réalité de l'intérieur, non pas comme une promesse abstraite, mais comme une compétence concrète que tu peux commencer à développer dès cet instant? Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment commencer à manipuler ta propre énergie dès aujourd'hui, en utilisant des principes qui ont été protégés pendant des siècles par des sages, des moines et des gardiens du savoir ancien, et que la science moderne commence aujourd'hui à vérifier avec ses propres instruments. Mais il y a quelque chose de plus. À la fin de cette vidéo, je te révélerai le secret qui change complètement la façon dont tu comprends l'énergie. Un principe que très peu parviennent à comprendre et qui, une fois compris vraiment, donne à tout ce qui précède une dimension complètement nouvelle. Si tu sens que ce message t'est parvenu pour une raison, écris dans les commentaires « Mon énergie s'éveille maintenant » et si, en écoutant, tu sens que cet enseignement touche quelque chose de profond en toi, tu peux soutenir cette énergie partagée à travers le super chat, comme un geste conscient pour maintenir cet espace spirituel vivant. Maintenant, respire profondément, car tu es sur le point de te souvenir de quelque chose que ton âme savait déjà, mais que le bruit du monde moderne avait enterré sous des couches de distraction et d'oubli. Bien avant l'existence des villes modernes, bien avant que le bruit constant du monde ne remplisse chaque espace disponible de l'existence humaine, bien avant que la vitesse de la vie contemporaine ne transforme le silence en quelque chose d'étrange et le calme en quelque chose de suspect. Il y avait des civilisations qui comprenaient quelque chose que nous avons presque complètement oublié aujourd'hui. Quelque chose qui n'était pas écrit dans des manuels scolaires, ni enseigné dans des académies publiques. Quelque chose qui n'était pas transmis par des institutions, mais de maître à disciple, dans des espaces sacrés, dans le silence, dans l'obscurité des temples, sous la lumière des étoiles, lors de retraites de plusieurs années dans des déserts, des montagnes et des jungles, où le monde extérieur ne pouvait interférer avec le processus d'apprentissage interne. Dans ces civilisations, l'être humain n'était pas simplement considéré comme un corps biologique qui pense, ressent et finit par mourir. Il était perçu comme quelque chose de radicalement plus complexe et plus vaste. On le voyait comme un champ d'énergie consciente habitant temporairement une forme physique, comme un être dont la véritable nature s'étendait bien au-delà des limites visibles de sa peau, comme un pont vivant entre le monde de la matière dense et les registres plus subtils de l'existence. Et cette distinction, cette différence fondamentale dans la manière de comprendre ce qu'est l'être humain, changeait absolument tout dans ces cultures. Cela changeait la médecine, qui ne se limitait pas à traiter des symptômes physiques, mais travaillait directement avec le champ énergétique du patient pour restaurer le flux naturel de la vitalité. Cela changeait l'architecture, qui ne se contentait pas de construire des structures fonctionnelles, mais concevait des espaces capables d'amplifier et d'harmoniser l'énergie de ceux qui les habitaient. Cela changeait l'éducation, qui ne se contentait pas de transmettre des informations, mais développait la capacité de l'être à percevoir et à travailler avec des dimensions de la réalité qui transcendent les 5 sens ordinaires. La politique changeait, qui dans ses formes les plus élevées était comprise comme l'art d'harmoniser les champs énergétiques de communautés entières, plutôt que de simplement gérer des ressources matérielles. Les anciens Égyptiens construisaient leurs temples orientés avec une précision astronomique millimétrique, non par caprice esthétique ni par simple convention religieuse.
Il le faisait parce qu'il comprenait que certains alignements avec les corps célestes amplifiaient le champ énergétique de ceux qui habitaient ces espaces de manière spécifique et mesurable pour leurs instruments de perception, même si ces instruments n'étaient pas les mêmes que ceux que nous utilisons aujourd'hui. Le grand temple de Karnak, le temple d'Abou Simbel, la grande pyramide de Gizeh, tous partagent une caractéristique que les archéologues conventionnels décrivent comme une coïncidence ou une convention culturelle, mais qui reflète en réalité une compréhension profonde de la manière dont la géométrie sacrée et l'orientation spatiale interagissent avec les champs d'énergie qui traversent la planète. Les maîtres taoïstes de la Chine ancienne ont développé pendant des millénaires un système complet de compréhension du flux d'énergie vitale qu'ils ont appelé Qi, et ont construit sur cette compréhension toute une science de la santé, du mouvement, de l'architecture et de la relation avec l'environnement naturel qui survit encore aujourd'hui sous des formes telles que l'acupuncture, le tai chi, le qigong et le feng shui. Ce ne sont pas des systèmes de croyances arbitraires. Ce sont des technologies énergétiques développées à travers des milliers d'années d'observations systématiques et de raffinements pratiques. Les yogis de la tradition védique ont cartographié le corps énergétique humain avec une précision que la médecine moderne commence à peine à vérifier grâce à des technologies d'imagerie biomagnétique. Ils ont décrit des canaux d'énergie appelés nadis, 72 000 canaux selon les textes les plus détaillés, à travers lesquels circule la force vitale appelée prana. Ils ont décrit des centres de transformation énergétique appelés chakras, où ces canaux se croisent et où l'énergie est traitée, transformée et distribuée vers différents aspects de l'être. Et ils ont décrit une force primordiale dormant à la base de la colonne vertébrale, appelée Kundalini, dont l'éveil progressif élève la conscience de l'être à travers des niveaux de perception et de compréhension qui transcendent complètement l'expérience ordinaire. Les alchimistes médiévaux d'Europe, souvent mal interprétés comme des précurseurs ratés de la chimie moderne ou comme des charlatans prétendant transformer des métaux en or, travaillaient en réalité avec quelque chose qui allait bien au-delà de tout processus chimique. Ils développaient un langage symbolique sophistiqué pour décrire des processus de transformation qui se produisaient non pas dans le creuset de métal placé sur le feu, mais à l'intérieur de l'être humain qui réalisait l'expérience avec ce creuset. Le plomb qu'il voulait transformer en or n'était pas le plomb de l'élément du tableau périodique. C'était la conscience dense, lourde, réactive et non examinée de l'être humain ordinaire qu'il voulait élever à son état le plus lumineux, raffiné et libre. Le feu qu'ils utilisaient pour la transformation n'était pas seulement le feu littéral de leur laboratoire, c'était le feu de l'attention consciente soutenue, le seul feu capable de transformer la nature intérieure de l'alchimiste à travers la pratique répétée de l'observation sans identification. Et tous ces systèmes, si différents dans leur langage et leur vocabulaire technique, si séparés dans leur géographie et leur époque historique, si distinctes dans leurs rituels externes et leurs formes de pratique, partageaient, sous toutes ces différences superficielles, une compréhension fondamentale qui les unifiait en quelque chose de plus profond que n'importe quelle tradition spécifique, que l'univers n'est pas principalement fait de matière solide et inerte, il est fait d'énergie à différents degrés de densité et de vibration, et que l'être humain, loin d'être un spectateur passif de cet univers énergétique, loin d'être un effet de cause qui se produisent à l'extérieur, est un participant actif, un nœud conscient avec une capacité créative réelle au sein d'un réseau d'énergie qui s'étend sans limite détectable dans aucune direction. Cette compréhension n'était pas donnée à quiconque la demandait dans ces traditions, non pas parce qu'elle était dangereuse dans le sens où elle pouvait être utilisée pour faire du mal, mais parce qu'elle nécessitait une préparation intérieure profonde et soutenue que la plupart des gens n'étaient tout simplement pas prêts à réaliser. Elle nécessitait une conscience développée. Elle nécessitait une réelle discipline. Elle nécessitait la disposition sincère à remettre en question tout ce que l'on croyait être et à vivre dans l'inconfort de cette incertitude pendant le temps qu'il faudrait. Elle nécessitait ce que les soufis appelaient la mort de l'ego avant la mort physique.
ce que les maîtres zen décrivaient comme le grand abandon. Ce que les contemplatifs chrétiens appelaient la nuit obscure de l'âme. Un processus de vidage qui précédait le remplissage avec quelque chose de plus vaste que le moi ordinaire. Car celui qui apprend à percevoir et à diriger son énergie consciemment apprend inévitablement à voir la réalité d'une manière qui ne peut être inversée. Une fois que la porte de la perception énergétique s'ouvre de l'intérieur, elle ne peut plus être fermée de l'extérieur. Tu ne peux plus cesser de percevoir ce que tu perçois maintenant. Tu ne peux plus faire semblant que le monde est seulement ce que les 5 sens rapportent. Et ici se produit le tournant qui change complètement la narration que tu attendais probablement dans cette vidéo. Ce savoir ancestral sur la nature énergétique de l'être humain n'a jamais disparu. Il n'a pas été détruit dans les guerres, ni effacé par les empires qui ont brûlé les grandes bibliothèques du monde ancien. Il a été préservé de manière intelligente et délibérée, sous des formes capables de survivre exactement à la persécution et à la répression que, pendant des siècles, ont tenté d'éliminer la connaissance ne servant pas les intérêts du pouvoir centralisé. Il a été caché dans les symboles des cathédrales gothiques que n'importe qui pouvait voir, mais que très peu savaient lire correctement. Préservé dans les rituels des traditions indigènes que les colonisateurs n'ont jamais pu éradiquer complètement malgré des siècles d'efforts systématiques. Codifié dans les textes alchimiques qui semblaient parler de métaux et de minéraux, mais qui décrivaient en réalité des cartes précises du territoire intérieur de l'être humain en processus de transformation. Transmis oralement de génération en génération dans des lignées spirituelles qui maintenaient vivante la flamme de la connaissance énergétique, même lorsque le monde extérieur faisait tout pour l'éteindre. Et le plus surprenant de tout ce parcours historique, ce que peu de gens prennent le temps de considérer lorsqu'ils explorent ce sujet pour la première fois, c'est la conclusion à laquelle nous arrivons inévitablement lorsque nous voyons le tableau complet. Tu utilises déjà de l'énergie tous les jours. Pas comme une métaphore poétique, pas comme une figure de style spirituel. Littéralement, chaque pensée que tu génères produit un motif électromagnétique mesurable qui irradie de ton système nerveux vers le champ qui t'entoure. Chaque émotion que tu expérimentes altère la cohérence du champ électrique de ton cœur. Un champ que l'Institut HeartMath en Californie a documenté scientifiquement et qui s'étend entre 2 et 4 mètres au-delà des limites du corps physique dans des conditions de cohérence émotionnelle optimales. Chaque intention que tu maintiens avec suffisamment de clarté et de constance génère dans le champ quantique une influence réelle sur quelles possibilités de l'univers deviennent concrètes dans ta réalité perceptuelle et expérientielle. La différence entre celui qui vit cette réalité inconsciemment et celui qui la vit avec pleine conscience et intention délibérée n'est pas la quantité d'énergie qu'il manipule. Les deux manipulent d'énormes quantités d'énergie tout le temps. La différence est la direction, la clarté, la cohérence, l'intention consciente derrière l'utilisation de quelque chose que les deux possèdent déjà et utilisent depuis toujours sans exception. La question n'est pas si tu manipules de l'énergie. La question est de savoir si tu le fais endormi ou éveillé, si tu le fais par défaut réactif ou par choix conscient, si tu es poussé par l'énergie ou si tu apprends à te mouvoir avec elle. Cette distinction, cette unique distinction, est la différence entre une vie qui se déroule et une vie qui est créée. Il y a une question qui mérite d'être posée avec une honnêteté absolue. Pas depuis le jugement, ni depuis la culpabilité. Pas depuis la posture de celui qui a toutes les réponses et évalue ceux qui ne les ont pas. Mais depuis la curiosité véritable et compatissante de celui qui veut comprendre ce qui se passe réellement dans l'expérience des personnes vivant dans le monde moderne avec toutes ses ressources et toutes ses possibilités. Pourquoi tant de personnes? Des personnes qui ont accès à plus de ressources matérielles, plus de commodités physiques, plus d'informations disponibles et plus d'options de vie que n'importe quelle génération précédente dans toute l'histoire documentée de l'humanité. Vivent avec un sentiment persistant et diffus que quelque chose ne va pas. Pas le malaise dramatique et évident qui a une cause identifiable et un nom clair.
pas la crise aiguë qui apparaît à un moment spécifique pour des raisons concrètes. C'est ce malaise subtil, constant et profondément perturbant qui s'installe au fond de l'expérience quotidienne, comme un bourdonnement de fond qui ne disparaît jamais complètement. Cette fatigue qui ne se résout ni avec 8 heures de sommeil, ni avec des vacances, ni avec des jours de repos. Cette anxiété qui apparaît sans déclencheur visible dans les heures les plus tranquilles de la journée. Ce sentiment obstiné que la vie se vit en dessous de quelque chose, en dessous d'un potentiel qui existe mais qui ne finit pas de se manifester, en dessous d'une vitalité qui devrait être présente mais qui semble toujours légèrement hors de portée, comme s'il y avait une version de toi qui vit juste derrière le voile de ton expérience actuelle, une version plus libre, plus lucide, plus puissante, plus vivante, et que tu peux sentir parfois dans les moments les plus inattendus, mais que tu ne peux pas atteindre de manière soutenue, et tu ne sais pas exactement ce qui empêche que tu l'atteignes. La psychologie moderne a de nombreuses réponses sophistiquées à cette question. Elle parle de stress chronique activé par le rythme de la vie contemporaine, de déficit de neurotransmetteurs amplifiés par des régimes industrialisés, de schémas cognitifs dysfonctionnels installés dans l'enfance et renforcés par des décennies d'expériences répétitives, de traumatismes non traités qui vivent dans le corps comme une tension somatique chronique. Et toutes ces réponses contiennent une vérité réelle. Chacune d'elles pointe vers quelque chose de véritable qui mérite attention. Mais aucune d'elles seule, ni toutes ensemble, ne va au fond de ce qui se passe. Parce que le fond de ce problème n'est pas seulement psychologique, ni seulement biochimique, ni seulement neurologique, c'est énergétique. Et comprendre la dimension énergétique du problème change complètement ce qu'il est possible de faire à ce sujet. Chaque pensée que tu génères n'est pas simplement une activité électrochimique confinée à l'intérieur de ton crâne qui produit un état subjectif que seul toi expérimentes. C'est un événement énergétique qui affecte l'ensemble de ton être et qui se propage dans l'environnement avec des effets qui vont bien au-delà de ton expérience subjective personnelle. Une pensée de peur maintenue pendant des heures n'active pas seulement l'axe hypothalamique-hypophysaire surrénalien et produit un excès de cortisol avec ses conséquences physiologiques documentées. Elle génère simultanément un motif de vibration dans ton champ énergétique qui commence à fonctionner comme un filtre sélectif de la réalité. Un filtre qui amplifie les données de l'environnement qui confirment la peur et qui atténue les données qui la contredisent, qui rend le danger visuellement proéminent et qui rend l'opportunité pratiquement invisible. Il construit progressivement une réalité subjective où la peur semble de plus en plus justifiée parce que le système perceptuel complet a été reconfiguré pour la rechercher activement et la trouver partout où il cherche. Un système qui vit dans cet état pendant suffisamment de temps ne se sent pas seulement constamment menacé. Il commence à attirer vers lui les circonstances qui confirment sa fréquence de peur, non pas parce que l'univers est cruel, mais parce que la cohérence énergétique entre le champ de l'être et le champ de l'expérience que cet être perçoit fonctionne dans les deux sens. Ce que tu maintiens dans ton champ énergétique de manière cohérente et chargée émotionnellement ne colore pas seulement la façon dont tu perçois ce qui existe déjà. Cela participe également activement à organiser quels aspects de la réalité potentielle deviennent concrets dans ton expérience. Le ressentiment fonctionne différemment de la peur, mais avec des conséquences tout aussi profondes pour le champ énergétique. La peur disperse l'énergie dans de multiples directions, anticipant les menaces sous tous les angles possibles. Le ressentiment fait l'inverse. Il la contracte, il l'endurcit autour d'un noyau de douleur non résolu qui est devenu identité. Il la rend dense, lourde et résistante à la transformation. Les maîtres du Qigong décrivent ce processus avec une précision technique remarquable, comme la formation d'obstructions dans les canaux d'énergie du corps. Des points où le Qi cesse de circuler librement et stagne. Et là où le Qi stagne, la vitalité diminue, la clarté s'obscurcit. La capacité de répondre créativement à la vie se réduit car toute l'énergie disponible est utilisée pour maintenir ce nœud de douleur non résolu en place. Les traditions chamaniques d'Amérique, d'Afrique et d'Asie
décrivent le même phénomène avec le vocabulaire des intrusions énergétiques. Des motifs d'énergie dense qui s'installent dans le champ de l'être à des moments de vulnérabilité intense et qui y restent des décennies après que la situation qui les a générés n'existe plus. Comme des visiteurs qui sont arrivés au moment de la crise et qui n'ont jamais reçu le signal que la crise était terminée et qu'ils pouvaient partir. La médecine ayurvédique indienne décrit le concept d'ama, une accumulation de déchets non digérés qui n'est pas seulement physique mais qui existe simultanément au niveau émotionnel, mental et énergétique de l'être. L'ama énergétique est exactement ce sédiment d'expériences qui n'ont jamais été complètement traitées, qui n'ont jamais été ressenties jusqu'à la fin, comprises dans leur plénitude et libérées en conscience. Des expériences qui sont restées inachevées dans le champ de l'être, générant un fardeau que le système doit porter indéfiniment en l'absence d'un processus conscient de libération, et ce que toutes ces traditions décrivent avec leurs différents vocabulaires et leurs différents cadres conceptuels. C'est essentiellement le même phénomène observé sous différents angles de perception, que lorsque les émotions ne sont pas ressenties complètement dans le corps et dans la conscience, lorsqu'elles sont réprimées par volonté, évitées par une distraction constante, anesthésiées par des substances ou des technologies, ou simplement ignorées parce que le rythme de la vie ne permet pas de s'arrêter pour les ressentir, elles ne disparaissent en aucun sens réel. Elles se déposent dans les couches du champ énergétique comme un sédiment dans le lit d'une rivière qui ne coule plus avec suffisamment de force pour l'emporter. Et ce sédiment accumulé de décennies d'émotions non traitées, ce fardeau silencieux de peurs réprimées, de ressentiments non libérés, de déceptions avalées, de honte enterrée et de deuils qui n'ont jamais eu l'espace pour se compléter, est exactement ce qui génère le désalignement énergétique qui se manifeste dans l'expérience comme une fatigue inexplicable, comme une anxiété sans cause apparente, comme ce sentiment diffus mais persistant que quelque chose de fondamental ne coule pas comme il se devrait. L'inquiétude chronique agit d'une troisième manière qui est tout aussi dévastatrice pour le champ énergétique, mais dont le mécanisme spécifique est différent à la fois de la peur et du ressentiment. La peur contracte le champ en anticipation d'une menace spécifique ou diffuse. Le ressentiment le durcit autour d'une douleur du passé. L'inquiétude le disperse. Elle le fragmente en multiples lignes temporelles simultanées. Il le divise entre le présent qui existe, le passé qui ne peut plus être changé, et le futur qui n'existe pas encore, mais auquel l'esprit consacre d'énormes quantités d'énergie en essayant d'anticiper, de contrôler et de prévenir. Et lorsque l'énergie est dispersée dans cet état de fragmentation permanente entre de multiples temps et de multiples scénarios hypothétiques, la personne éprouve quelque chose de très spécifique que tu reconnaîtras probablement si tu l'as vécu. L'incapacité de se concentrer sur une seule chose pendant plus de quelques minutes avant que l'esprit ne saute vers une autre. La sensation constante d'être présent dans un endroit avec le corps, mais dans un autre endroit complètement différent avec l'esprit. La difficulté chronique à profiter du moment présent, parce qu'il y a toujours une autre préoccupation attendant son tour dans la file de l'attention. La sensation persistante de tourner en rond avec beaucoup d'activités mais sans avancer dans aucune direction de manière significative. Ce n'est pas un défaut de caractère, ce n'est pas de la paresse déguisée en activité. Ce n'est pas un manque de discipline, ni de volonté. C'est une énergie dispersée qui n'a pas suffisamment de cohérence interne pour générer un véritable élan dans une direction quelconque. C'est un champ fragmenté qui doit être réunifié et cohérent avant de pouvoir être dirigé efficacement vers un but véritable. Et la chose la plus importante que tu dois comprendre à propos de tout ce problème, ce qui change fondamentalement la relation que tu as avec lui et avec ce qu'il est possible de faire à ce sujet, c'est ceci. Ton champ énergétique n'est pas en dehors de ton influence. Ce n'est pas quelque chose qui t'arrive passivement de l'extérieur comme la pluie à celui qui n'a pas de parapluie. Ce n'est pas une condition fixe avec laquelle tu dois apprendre à coexister parce qu'elle ne peut pas être changée. Elle est juste hors de ton attention consciente. Et cette différence, la différence entre être hors de ton contrôle et être simplement hors de ton attention, est une différence qui transforme absolument tout ce qui est possible à partir de ce moment.
parce que ce qui est véritablement hors de ton contrôle nécessite que quelque chose à l'extérieur change avant que ton expérience intérieure puisse s'améliorer. Et cela te laisse dans une position de dépendance et d'attente qui peut durer indéfiniment. Mais ce qui est simplement hors de ton attention nécessite seulement que tu diriges ta conscience vers cela avec la clarté et la constance suffisantes pour que le processus de transformation commence. Et diriger ta conscience, cela, c'est complètement dans ton pouvoir, à tout moment, sans exception. Et cela l'a toujours été. Il est temps que la connaissance que nous avons patiemment construite tout au long de ce parcours commence à se révéler sous sa forme la plus pratique, la plus concrète et la plus transformative. Tout ce que nous avons exploré jusqu'ici avait un but spécifique. L'origine ancestrale a établi le contexte historique et a légitimé la profondeur des connaissances que nous allons appliquer. Le diagnostic honnête du problème de désalignement a créé la clarté sur ce qui doit exactement être transformé et pourquoi. Et maintenant, avec ce contexte et cette clarté établie, nous pouvons entrer dans les 3 principes opérationnels qui ne sont pas une théorie spirituelle abstraite réservée aux contemplatifs en retraite. Ce sont des lois de fonctionnement de la réalité énergétique qui s'appliquent à ta vie quotidienne avec la même constance que celle avec laquelle la gravité s'applique à tout objet qui tombe. Elles fonctionnent indépendamment de ce que tu crois ou non. Ils fonctionnent indépendamment de ton histoire personnelle, de tes traumatismes passés, de tes croyances religieuses ou de leur absence. Ils sont impersonnels dans leur fonctionnement, exactement comme la gravité est impersonnelle, et les comprendre en profondeur change fondamentalement ce qui est possible dans ta relation avec ta propre énergie. Le premier de ces principes est celui de la vibration. Et quand je parle de vibration dans ce contexte, je veux que nous écartions dès le départ toute association superficielle avec des concepts de spiritualité populaire qui ont vidé ce mot de son contenu réel. Je fais référence à quelque chose que la physique moderne décrit avec rigueur mathématique dans ses équations les plus fondamentales. Tout ce qui existe dans l'univers observable, de la roche la plus apparemment solide et immuable à la pensée la plus fugace et intangible, est composé d'énergie en mouvement oscillatoire. Tout vibre, sans exception, sans gradation. La différence entre une roche et une pensée n'est pas que l'une soit réelle et matérielle, tandis que l'autre soit imaginaire et immatérielle. La différence est qu'elles vibrent à des fréquences radicalement différentes. La roche vibre à une fréquence si extrêmement basse qu'à notre échelle de perception ordinaire, elle semble complètement statique, solide et immuable. La pensée vibre à une fréquence si extraordinairement élevée qu'à notre échelle de perception ordinaire, elle semble complètement immatérielle, inconsistante et inappréhensible. Mais les deux sont de l'énergie en vibration. Les deux sont le même phénomène fondamental exprimé dans des plages de fréquences différentes. Et cela a des conséquences pratiques qui vont bien au-delà de la physique théorique et qui touchent directement la façon dont fonctionne ta vie quotidienne. Parce que si tout vibre, et si tes pensées et tes émotions sont des champs d'énergie vibratoire avec des caractéristiques mesurables, alors chaque état mental et émotionnel que tu maintiens pendant un temps significatif module littéralement la fréquence de vibration de ton champ énergétique complet. Pas seulement de ton humeur subjective, de ton champ complet, du motif électromagnétique que tu irradies vers l'environnement, de la fréquence à laquelle ton être résonne dans le champ plus vaste de l'univers. Un état d'amour véritable et soutenu ne produit pas seulement une expérience subjective agréable qui se ressent bien sur le moment, génère une cohérence spécifique dans le champ électromagnétique du cœur que l'Institut HeartMath a documenté avec des instruments précis qui synchronisent le système nerveux autonome, améliorent significativement la fonction du système immunitaire, augmentent la clarté et la rapidité du traitement cognitif et se rayonnent vers le champ énergétique des personnes physiquement présentes dans le même espace, affectant leur physiologie et leur état interne de manière qui peuvent être mesurées bien qu'elles ne puissent pas être complètement expliquées par les modèles causaux conventionnels. Un état de gratitude authentique,
Pas la gratitude performative qui est déclarée par habitude sociale, mais la véritable gratitude qui émerge de la reconnaissance profonde et sincère de ce qui a été reçu. Active dans le cerveau et dans le système nerveux une cascade spécifique de neurotransmetteurs et de neuropeptides qui élève littéralement la fréquence de vibration de chaque cellule de l'organisme. Le chercheur sur la gratitude, Robert Emmons, de l'Université de Californie, a documenté que les personnes qui pratiquent la gratitude délibérée de manière cohérente montrent des améliorations mesurables, non seulement dans leur état émotionnel, mais aussi dans des marqueurs physiologiques objectifs, y compris la variabilité de la fréquence cardiaque, l'un des indicateurs les plus fiables de la cohérence du champ énergétique du cœur. Un état de peur chronique fait exactement l'opposé à chacun de ces niveaux. Il contracte le champ énergétique, réduit dramatiquement la cohérence du champ cardiaque, abaisse la fréquence de vibration de l'être entier, rend l'organisme plus dense, moins réceptif, moins capable de percevoir les possibilités qui sont disponibles dans les registres vibratoires les plus élevés de la réalité potentielle, et fait quelque chose d'autre qui a des conséquences profondes pour la qualité de la vie. Reconfigure les filtres perceptuels du système nerveux de manière à ce que le monde perçu depuis cet état de basse fréquence soit littéralement un monde différent de celui que percevrait le même être depuis un état de haute cohérence. Pas différent au sens métaphorique, différent au sens littéral, car la perception n'est pas passive, ce n'est pas un miroir qui reflète simplement la réalité telle qu'elle est. C'est un processus actif de construction de modèles de la réalité à partir de données filtrées sélectivement par l'état du système nerveux qui perçoit. Et l'état du système nerveux qui perçoit est largement déterminé par la fréquence de vibration du champ énergétique de l'être. Le deuxième principe est celui de la polarité. Et c'est ce principe qui libère plus profondément ceux qui le comprennent vraiment, car il déconstruit l'une des confusions les plus courantes et les plus limitantes de la spiritualité populaire contemporaine. Toute la narration de la pensée positive, de la haute vibration, d'éviter le négatif qui domine une grande partie de la culture spirituelle moderne, a créé sans le vouloir une relation de guerre avec la moitié complète de l'expérience humaine. Elle a implicitement enseigné que les émotions difficiles, la peur, la colère, la tristesse, le doute, la honte, le deuil, sont des obstacles spirituels qui indiquent que quelque chose ne va pas dans le développement de l'être, qu'elles sont la preuve d'une vibration basse qui doit être corrigée le plus tôt possible par des techniques spécifiques d'élévation de l'état, qu'elles doivent être surmontées, transformées ou éliminées le plus rapidement possible pour pouvoir continuer à avancer sur le chemin spirituel. Et cet enseignement, bien que bien intentionné et bien qu'il contienne un grain de vérité valide, est dans sa version extrême, énergétiquement contre-productif, de manière qui produise exactement l'opposé de ce qu'il promet. Parce que, dans l'univers énergétique réel, il n'existe pas d'élimination. Il n'existe que la transformation. Un pôle ne peut être éliminé sans éliminer simultanément le pôle opposé et avec lui tout le champ dynamique que les deux pôles génèrent entre eux. La polarité n'est pas un défaut de conception de l'univers qui devrait être corrigé par des êtres suffisamment évolués. C'est le mécanisme fondamental et indispensable par lequel l'énergie se déplace, se différencie et se transforme en toutes les formes possibles d'existence. Sans différence de potentiel entre les pôles opposés, il n'y a pas de flux électrique. Sans flux électrique, il n'y a pas de courant. Sans courant, il n'y a pas de pouvoir utilisable. La polarité est la condition de possibilité de toute énergie en mouvement. Et les émotions que la culture spirituelle superficielle a catégorisées comme négatives, la peur, la colère, la tristesse, la honte, le deuil, ne sont pas l'absence d'états élevés de conscience. Ce sont le pôle opposé nécessaire qui rend possible la profondeur complète de l'expérience humaine. C'est le fond sombre qui rend la lumière perceptible comme lumière et non simplement comme la condition normale invisible qui entoure tout. Le véritable travail avec l'énergie émotionnelle ne consiste pas à éliminer les pôles sombres, ni à les nier, ni à les transcender rapidement avant qu'ils n'aient délivré leur message complet. Il s'agit d'apprendre l'alchimie de la transmutation consciente, ce qui est radicalement différent de la répression ou de la négation.
La transmutation signifie que l'énergie de l'état difficile, qui est réelle, qui est puissante, qui contient des informations authentiques et irremplaçables, est complètement reconnue, ressentie jusqu'au fond du corps, sans que l'ego ne l'amplifie avec des histoires mentales supplémentaires, comprises dans ce qu'elle communique sur les besoins ou les valeurs de l'être, puis consciemment redirigée vers une forme qui sert la croissance plutôt que de l'entraver. La peur transmutée consciemment ne disparaît pas. Elle se transforme en clarté, parce que la peur, dans son essence, n'est pas un ennemi. C'est une information précise sur ce qui nécessite attention, soin et protection dans la vie de l'être. Lorsque cette information est écoutée et honorée au lieu d'être réprimée ou d'agir de manière réactive, le schéma énergétique de la peur se transforme en discernement aigu, dans la capacité de lire les situations avec précision et de prendre des décisions depuis la sagesse plutôt que depuis la réactivité. La colère transmutée consciemment ne devient pas douceur ni résignation. Elle se transforme en détermination, dans la capacité d'établir des limites claires et inébranlables qui protègent les valeurs les plus profondes de l'être. Dans le pouvoir de dire non quand il faut dire non avec une solidité qui ne peut être négociée ni érodée par la pression sociale. La tristesse transmutée consciemment ne devient pas anesthésie émotionnelle. Elle se transforme en sagesse, dans une compréhension profonde et directement vécue de l'impermanence de toutes les formes et de la valeur précieuse de ce qui a été aimé. Dans une capacité d'empathie authentique avec la douleur des autres êtres qui ne peut exister que chez ceux qui ont touché leurs propres strates les plus profondes de perte et les ont traversées avec conscience. Le troisième principe est celui de l'intention. Et ce principe intègre les deux précédents et les transforme en un outil de transformation quotidienne qui peut être appliqué de manière pratique dans chaque décision et à chaque moment de la vie ordinaire. L'intention dans le sens profond que les traditions spirituelles du monde entier lui donnent n'est pas simplement désirer quelque chose avec force, ce n'est pas visualiser un résultat avec suffisamment de clarté et d'intensité émotionnelle, ce n'est pas répéter des affirmations positives jusqu'à convaincre le subconscient que quelque chose est vrai. Ce sont des formes simplifiées et partielles d'un processus beaucoup plus complexe et nuancé. L'intention dans son sens plein et opérationnel est la direction consciente, cohérente et soutenue de l'attention totale de l'être, incluant sa dimension cognitive, sa dimension émotionnelle et sa dimension somatique simultanément, vers un but spécifique qui est aligné avec les valeurs les plus profondes de l'être et non seulement avec les désirs de l'ego superficiel. Cela signifie que l'intention réelle fonctionne en proportion directe à 3 facteurs qui doivent opérer simultanément pour que l'effet soit maximal. Le premier est la clarté du but. Il ne s'agit pas seulement de savoir ce que vous voulez en termes de résultats externes, mais de comprendre véritablement pourquoi vous le voulez depuis la perspective de vos valeurs les plus profondes. Quel type d'être voulez-vous devenir en atteignant ce but? Quelle contribution voulez-vous apporter à travers lui? La clarté du but, qui opère à ce niveau de profondeur, génère une cohérence de champ que la clarté superficielle du désir égoïque ne peut tout simplement pas produire. Le deuxième facteur est la cohérence du champ intérieur. Dans quelle mesure tes pensées, tes émotions et ton corps physique sont-ils alignés autour de ce but au moment où tu diriges l'intention? Si tu penses que tu veux quelque chose, mais que tu as peur de l'avoir sur le plan émotionnel, ou si cognitivement tu te dis que c'est possible, mais que somatiquement ton corps vit dans le schéma de celui qui n'a pas ce qu'il veut. Ces incohérences internes s'annulent mutuellement et diluent à l'effet de l'intention à une fraction de son potentiel réel. Le troisième facteur est la constance de l'attention. Pendant combien de temps peux-tu maintenir l'état de clarté et de cohérence autour du but avant que l'esprit ordinaire ne l'interrompe avec ses doutes habituels, ses peurs familières et ses histoires sur pourquoi cela n'est pas possible pour quelqu'un comme toi? Les 3 facteurs ensemble génèrent ce que les physiciens quantiques appellent un champ de probabilité effondré, et ce que les traditions spirituelles appellent simplement pouvoir créatif. Et ce pouvoir, soutenu avec suffisamment de clarté, de cohérence et de constance, ne change pas seulement votre expérience subjective de la réalité.
Il participe activement à organiser quels aspects de la réalité potentielle deviennent concrets et expérimentables dans votre vie. Ce que vous allez expérimenter dans les prochaines minutes n'est pas une visualisation guidée conçue pour produire un état de relaxation agréable qui disparaît 20 minutes après la fin de l'audio. Ce n'est pas un exercice de pleine conscience pour réduire temporairement le stress de la journée. C'est une pratique de reconnexion directe et délibérée avec votre propre champ énergétique. Une pratique qui a été affinée à travers de multiples traditions pendant des siècles et qui combine des éléments du pranayama yogique, de la pratique de Qigong taoïste, de la cohérence cardiaque développée par l'Institut HeartMath et des techniques d'expansion du champ aurique décrites dans des traditions chamaniques de plusieurs continents. Avant de commencer, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose d'essentiel sur le fonctionnement de cette pratique au niveau du champ énergétique. Parce que si vous la comprenez seulement comme une belle méditation, vous expérimenterez quelque chose d'agréable mais temporairement limité. Mais si tu le comprends comme ce qu'il est vraiment, un acte de souveraineté énergétique délibéré, ce qui se établit dans ton champ a une persistance et une profondeur qualitativement différentes. Cette pratique opère à 3 niveaux simultanés qui se renforcent mutuellement. Le premier est l'activation sensorielle directe des récepteurs énergétiques du corps physique à travers le contact conscient et la concentration de l'attention. Le deuxième est la génération de cohérence du champ par la respiration rythmique synchronisée avec l'intention. Le troisième est l'expansion progressive de la conscience, depuis le noyau le plus dense du corps physique vers les couches successivement plus subtiles du champ énergétique complet. Lorsque ces 3 composants opèrent simultanément avec pleine conscience et sans hâte, ils activent des circuits dans le système nerveux qui restent inactifs dans l'état ordinaire de distraction constante. Des circuits que les yogis consacraient des décennies de pratique à activer. Des circuits que les moines contemplatifs décrivaient comme le fondement de l'expérience mystique et que la neuroscience documente aujourd'hui comme des états de cohérence cérébrale de haute amplitude associés à des expériences de bien-être profond, de clarté perceptuelle élargie et de capacité créative accrue. Maintenant, si tu peux en ce moment, fais une pause sincère à tout le reste. Cela ne nécessite pas de préparation spéciale ni d'environnement parfait. Cela nécessite simplement ta décision d'être complètement ici pendant les prochaines minutes. Assieds-toi de manière à ce que ta colonne vertébrale puisse rester droite sans tension, pas rigide, droite. Il y a une différence importante. La rigidité ferme les canaux d'énergie. La verticalité naturelle sans tension les ouvre. Si tu es en mouvement ou dans un endroit où tu ne peux pas t'asseoir, concentre simplement ton attention vers l'intérieur du mieux que tu peux. La pratique fonctionne dans n'importe quelle position lorsque l'attention est sincère. Commence maintenant par frotter doucement les paumes de tes mains l'une contre l'autre. Pas avec force, ni avec précipitation. Avec douceur, lentement et avec toute ta conscience dirigée vers ce qui se passe dans tes mains pendant que tu le fais. Pendant environ 30 secondes. Sens la chaleur qui commence à s'accumuler entre les paumes. Sens la texture de ta propre peau contre elle-même. Sens la température. Sens le mouvement. Ce n'est pas simplement une technique d'échauffement physique. Tu actives les points d'acupuncture situés au centre des paumes que la médecine chinoise appelle Laogong, le point PC8 dans la nomenclature acupuncturale moderne, reconnu dans de multiples traditions comme l'un des centres d'émission et de réception d'énergie les plus sensibles et les plus accessibles du corps humain. Dans le Qigong taoïste, les paumes des mains sont décrites comme les portes d'entrée et de sortie du champ énergétique personnel. Activer consciemment avant la pratique équivaut à accorder un instrument avant de l'utiliser. Cela augmente considérablement la sensibilité du système et l'efficacité de tout ce qui suit. Maintenant, séparez lentement les paumes, très lentement, juste quelques centimètres de distance. Et arrêtez-vous complètement là. Gardez les paumes face à face et parallèles sans qu'elles se touchent. Et dirigez toute votre attention, toute, vers l'espace entre elles. Vous pourriez sentir de la chaleur persister dans cet espace même si les paumes ne se touchent plus. Vous pourriez ressentir une pression douce,
comme si quelque chose résistait lorsque vous essayez de rapprocher les mains, comme si vous aviez placé l'épaule du même signe de deux aimants, l'un en face de l'autre. Vous pourriez sentir un picotement spécifique dans les paumes ou dans les doigts. Vous pourriez ressentir une sensation de densité ou de texture dans l'air entre les paumes que vous ne percevriez normalement pas. Et il se peut que vous ne ressentiez rien encore. Tout cela est complètement normal et tout cela est complètement correct. L'absence de sensation immédiate n'est pas une preuve que rien ne se passe. C'est une preuve que ton système de perception énergétique commence à s'éveiller d'un état de sommeil qui peut être installé depuis des années. Ne renonce pas à la pratique à cause de l'absence de sensation. La sensation viendra. Le système qui perçoit est entraîné exactement par ce processus. Maintenant, ferme doucement les yeux. Abaisse tes mains à un endroit confortable et porte toute ton attention vers l'intérieur de ta poitrine, pas vers les poumons, pas vers le cœur en tant qu'organe anatomique, vers l'espace lumineux au centre géométrique de ta cavité thoracique, l'espace que les textes du yoga classique décrivent comme Anahata, le chakra du cœur, le centre de la cohérence et de l'amour inconditionnel, l'espace que la tradition taoïste décrit comme le dantian moyen, la mer d'énergie au centre de l'être, l'espace que le mysticisme chrétien contemplatif décrit comme le centre du cœur où l'esprit habite comme une flamme. Ne cherche aucune image spécifique dans cet espace. Ne force aucune sensation particulière. Apporte simplement ton attention là avec toute la douceur et toute la présence que tu peux rassembler. Comme un père qui s'approche de l'endroit où repose un enfant endormi, avec un soin infini, sans bruit, sans perturber, juste présence. Maintenant, sans changer le rythme naturel de ta respiration, commence à imaginer qu'à chaque inspiration, tu nourris ce point lumineux au centre de ta poitrine. Que l'air qui entre ne remplit pas seulement tes poumons, mais emporte avec lui quelque chose de plus. Lumière, conscience, prana, la substance invisible de la vitalité pure que les textes védiques décrivent comme le premier aliment du corps subtil. Et à chaque expiration, cette lumière commence à s'étendre depuis le centre de la poitrine vers l'extérieur, pas avec force, sans violence énergétique, avec la douceur naturelle de l'expansion, comme lorsque tu laisses tomber une goutte d'encre dans de l'eau claire et observes comment les couleurs s'étendent toutes seules, sans aucune aide. À chaque cycle de respiration, la lumière grandit, remplit complètement ta poitrine, s'étend vers le haut jusqu'à ta gorge. Libère dans cet espace tout ce qui n'a pas pu être exprimé, toute la vérité qui a été gardée en silence alors qu'elle méritait d'être dite, toute la voix qui a été réprimée alors qu'elle méritait d'être entendue. La lumière continue de s'étendre vers tes épaules. Descends le long de tes bras avec la fluidité d'une rivière qui trouve son cours naturel. Atteins les paumes de tes mains. Ressens si la sensation dans les paumes change lorsque la lumière les atteint de l'intérieur. Continue de monter. La lumière atteint ta tête, remplit l'espace derrière ton front, dissout la tension mentale accumulée, les pensées en boucle, les préoccupations qui ne se résolvent pas avec plus de pensée, mais avec plus de présence. Descends maintenant. La lumière descend du torse vers l'abdomen, vers ce centre qui, dans tant de traditions, est décrit comme le lieu du feu intérieur, du pouvoir personnel, de la volonté qui agit dans le monde depuis un endroit d'intégrité et de but. Si tu sens cet endroit froid ou contracté ou endormi, ne t'inquiète pas et ne te juge pas. Maintiens simplement la lumière là. Dirige simplement ton attention là avec toute la constance possible. Le feu se souvient de sa nature chaque fois que la conscience le visite délibérément. Continue à descendre vers tes hanches, vers tes jambes, vers tes pieds, vers la connexion directe avec la terre qui te soutient. Ressens la solidité de ce qui est sous toi, la planète qui te porte sans rien demander en retour.
La base qui n'a jamais failli, même si tu as passé des décennies sans te rappeler qu'elle était là. Maintenant, tout ton corps est rempli de lumière, de la couronne jusqu'aux plantes des pieds. Et cette lumière commence à traverser doucement les limites de ta peau. Pas comme une explosion, comme l'aube. Comme cette expansion graduelle et inévitable de la clarté qui commence à l'horizon et qui remplit progressivement tout le ciel sans que tu puisses indiquer le moment exact où l'obscurité a pris fin et où la lumière a commencé. La lumière s'étend d'un palmo au-delà de ta peau dans toutes les directions. 2 palmos, 1 demi-mètre, 1 mètre, 2 mètres. Elle remplit complètement l'espace où tu es. Et elle continue de s'étendre sans effort vers l'espace au-delà des murs qui t'entourent. Car ton champ énergétique ne connaît pas les limites que l'architecture physique a construites. Depuis cet espace, depuis cet état, où tu es temporairement sorti de l'identité contractée du moi physique, et t'es étendu vers la conscience plus grande que ce moi habite. Depuis cette vastitude qui a toujours été disponible et que tu as choisi d'habiter consciemment aujourd'hui, répète intérieurement avec la conviction de celui qui reconnaît quelque chose qui a toujours été vrai, mais qui est aujourd'hui rappelé pour la première fois avec pleine conscience. Mon champ énergétique est propre, il est cohérent, il est actif, il est protégé. Mon attention dirige mon énergie avec clarté, avec but et avec amour. Je suis un être de conscience habitant un univers de conscience. Et dans cet univers, je suis complètement chez moi. Reste dans cet état élargi aussi longtemps que tu peux le maintenir naturellement, sans forcer la permanence, sans t'accrocher à l'état quand il commence à se dissoudre. Habite-le simplement pleinement, tant qu'il est présent, et quand tu sens que c'est le moment de revenir à l'état ordinaire de conscience focalisée, fais-le lentement, avec gratitude, emportant avec toi autant que possible de cette clarté élargie vers l'état quotidien où se déroule la majeure partie de ta vie. Car l'objectif n'est pas de rester dans des états contemplatifs permanents. L'objectif est que la clarté de ces états teinte progressivement la texture de toute ta vie ordinaire, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de différence entre l'état méditatif et l'état quotidien. Jusqu'à ce que la présence soit l'eau dans laquelle tu nages, plutôt que la destination vers laquelle tu voyages de temps en temps. ASI, depuis ses différentes cultures, une expérience directe qui est structurellement identique à ce que Bohm tentait de décrire avec ses équations. L'expérience que l'identité séparée, le moi individuel avec ses limites, son histoire, ses peurs et ses espoirs, est une construction fonctionnelle réelle, mais ontologiquement secondaire. Une manière provisoire et utile d'opérer dans le monde de l'expérience quotidienne qui cependant ne reflète pas la nature plus profonde de l'être. Que sous cette identité construite, plus fondamentale que le moi individuel avec tout son contenu, existe quelque chose qui n'a ni limite, ni histoire, ni peur. Quelque chose que les hindous appellent Atman et qu'à son niveau le plus profond, ils identifient avec Brahman. La conscience universelle sans limite. Quelque chose que les bouddhistes pointent lorsqu'ils parlent de la nature bouddhique ou de la conscience Rigpa dans le Dzogchen. Quelque chose que les soufis décrivent comme le niveau où l'amant et l'aimé ne font qu'un. Et ce que cela signifie pour la compréhension pratique de l'énergie, ce que cette unicité fondamentale implique pour la manière dont tu te relèves avec ton propre champ énergétique et avec le champ de la réalité qui t'entoure, est quelque chose d'une profondeur et d'une implication pratique qui peut complètement changer la texture de chaque jour de ta vie. Cela signifie que ton champ énergétique ne commence pas à ta peau et ne se termine pas à ta peau comme s'il s'agissait d'une bulle autonome et indépendante, flottant dans un univers d'autres bulles également autonomes et indépendantes. La peau est une frontière fonctionnelle pour le corps physique qui opère dans le monde de l'interaction matérielle. Mais le champ énergétique de l'être humain ne reconnaît pas cette frontière comme sa limite réelle. Il s'étend vers l'extérieur en couches concentriques de densité décroissante que les sensibles énergétiques et les maîtres des traditions de travail avec le champ subtil ont décrit de manière cohérente pendant des millénaires.
Et aujourd'hui, des instruments comme le magnétomètre biomagnétique à supraconducteur, le SQUID, ont commencé à mesurer dans des environnements de laboratoire en vérifiant que le cœur humain génère un champ électromagnétique qui s'étend sur plusieurs mètres au-delà du corps physique et qui présente des caractéristiques variant de manière cohérente et prévisible avec l'état émotionnel de la personne qui le génère. Au-delà de ces couches du champ personnel, ton énergie ne s'arrête pas. Elle continue de s'étendre vers le champ énergétique de l'environnement immédiat, vers la Terre qui te soutient avec son propre champ électromagnétique, vers le champ de Schumann, les résonances électromagnétiques de la cavité entre la surface terrestre et l'ionosphère, qui pulsent à des fréquences qui se superposent aux fréquences cérébrales de l'état de méditation profonde et que certains chercheurs considèrent comme le système nerveux externe de la planète. Vers le champ quantique qui sous-tend toute la réalité matérielle et dont ton champ individuel est une expression localisée et jamais complètement séparée. Tu es un nœud dans un réseau. Pas une unité isolée naviguant seule dans un univers indifférent et opaque. Tu es un point de conscience localisé au sein d'un champ de conscience qui s'étend sans limite détectable dans aucune direction. Un point qui a sa propre identité fonctionnelle et sa propre perspective unique et irremplaçable, et qui en même temps est continu avec tout ce qui existe dans ce champ plus vaste. Et quand tu commences à vivre à partir de cette compréhension de manière authentique et expérientielle, non pas comme un concept que tu répètes, mais comme une réalité que ta pratique t'a permis de toucher directement, même brièvement, quelque chose change de manière fondamentale et irréversible dans la façon dont tu te relies à la totalité de l'expérience. Cesse de lutter contre les circonstances de la vie depuis la posture d'un objet solide et séparé, heurtant d'autres objets solides et séparés dans un univers de forces opposées. Tu commences à couler avec la réalité depuis la compréhension que ton champ énergétique est continu avec le champ de la réalité et que l'état de ce champ détermine co-créativement quels aspects de la réalité potentielle s'organisent dans ton expérience concrète. Tu cesses d'essayer de contrôler les résultats exclusivement depuis le niveau de l'action physique et de la pensée stratégique. Tu commences à travailler simultanément au niveau où les résultats se génèrent avant de devenir visibles. Le niveau du champ énergétique, le niveau de la fréquence de vibration, le niveau de la cohérence et de l'intention. Tu cesses de percevoir les autres comme des obstacles à surmonter ou comme des moyens instrumentaux pour tes propres fins. Tu commences à les percevoir comme d'autres nœuds du même champ dont tu es l'expression. Portant ses propres fréquences, ses propres motifs uniques de cohérence ou de fragmentation, ses propres ressources immenses et ses propres douleurs réelles. Et cette perception, cette expérience directe de l'interconnexion profonde entre tous les champs qui semblent séparés, génère spontanément la qualité que toutes les traditions spirituelles du monde reconnaissent simultanément comme le fondement de la vie éthique et comme le secret de la plus grande efficacité énergétique. La compassion. Pas la compassion comme émotion sentimentale que l'on ressent confortablement de loin. La compassion comme reconnaissance directe et vécue que le champ de l'autre est continu avec ton propre champ. Que ce qui se passe dans le champ d'un autre être t'affecte à des niveaux que tu n'as peut-être pas encore la sensibilité développée pour détecter consciemment, mais qui se produisent déjà. Et quand tu opères depuis ce niveau de reconnaissance, depuis cette conscience de la continuité du champ, les synchronicités commencent à se multiplier d'une manière qui devient complètement impossible à expliquer depuis la perspective de l'univers d'objets séparés et de causes linéaires. Les personnes dont tu as besoin trouvent des chemins pour apparaître dans ta vie au moment précis où tu en as besoin. Les informations que ton processus requiert arrivent sans que tu les aies cherchées activement à travers les canaux habituels. Les portes s'ouvrent là où il n'y avait auparavant que des murs impénétrables. Non pas parce que l'univers est devenu soudainement bienveillant, ni parce que tu as trouvé un truc pour le manipuler à ton avantage, mais parce que ton champ énergétique, opérant depuis un état de cohérence interne et d'alignement avec le champ plus vaste dont il fait partie,
à commencer à participer activement et consciemment à l'organisation des probabilités qui se concrétisent comme expérience dans ta vie. C'est ce que les textes hermétiques de l'Antiquité appelaient la correspondance entre le macrocosme et le microcosme. Ce que les maîtres taoïstes appelaient le wu-wei, l'action qui coule sans friction parce qu'elle est complètement alignée avec le mouvement naturel du tout. Ce que la pensée systémique moderne appelle la cohérence émergente dans des systèmes complexes. Ce que toutes les traditions de sagesse de la planète reconnaissent avec des vocabulaires radicalement différents, mais avec une consistance structurelle qui ne peut être une coïncidence, comme l'état où l'être humain a cessé d'opérer en conflit avec la nature profonde de la réalité, et a commencé à opérer comme expression consciente et alignée de cette nature. C'est le véritable pouvoir secret. Pas le pouvoir de contrôler l'énergie de l'extérieur comme un magicien lançant des sorts sur une réalité qui lui est externe. Le pouvoir de te transformer en un canal d'une telle clarté, d'une telle cohérence et d'un tel alignement avec le champ plus grand dont tu fais partie, que l'énergie de l'univers circule à travers toi sans la friction de l'ego séparé qui essaie de forcer les résultats depuis ses plans limités. Et cette fluidité, cette absence de friction entre le champ personnel et le champ universel, n'est pas un état que l'on atteint une fois et que l'on possède pour toujours comme un accomplissement permanent. C'est une pratique constante et quotidienne, un choix qui se renouvelle à chaque instant, une direction qui se choisit à chaque carrefour. Tu ne manipules pas l'énergie de l'extérieur, tu deviens elle de l'intérieur. Et c'est la différence entre toute la technique du monde et la vraie sagesse. Maintenant, respire profondément une fois de plus. Ressens ton corps. Ressens ta présence. Ressens ton énergie. Ce que tu as découvert aujourd'hui n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose d'ancien, que ton âme connaissait déjà. Manipuler l'énergie n'est pas un acte de contrôle, c'est un acte de conscience. C'est se rappeler que chaque pensée, chaque émotion, chaque intention est une graine que tu sèmes dans le champ invisible de ta vie. Et à partir d'aujourd'hui, tu sais déjà comment semer avec intention. Cet espace existe pour les âmes qui ressentent, qui intuisent, qui savent qu'il y a quelque chose au-delà du visible. Si tu sens que tu appartiens ici, abonne-toi et reste prêt. Parce que cette chaîne est un refuge pour ceux qui se réveillent. Et si tu souhaites soutenir cet espace spirituel, tu peux le faire à travers le super chat, comme un acte conscient de soutien énergétique. Maintenant, souviens-toi toujours de cette phrase. Tu ne manipules pas l'énergie, tu deviens elle. Nous nous rencontrons au prochain réveil.